Dominique Orliac pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste et pour 10 minutes. Madame la ministre, merci Monsieur le Président, pardon. Madame la ministre, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, après le PLFSS du 2017 au Sénat la semaine passée et l'échec de la commission mixte paritaire, notre Assemblée se penche aujourd'hui en nouvelle lecture sur ce PLFSS pour 2017 et je reprendrai certaines mesures de ce texte. Ainsi, alors que le Sénat, concernant les plateformes collaboratives de biens meublés et de location de meublés qui étaient visées à l'article 10, a défini un seuil unique de recettes de 15 691 pour 2017, au-delà duquel une activité de location de biens meublés de courte durée ou une activité de location de biens meublés est considérée comme une activité professionnelle. Certains de mes collègues ont déposé un sous-amendement qui a été déclaré irrecevable afin d'abaisser ce seuil pour que ce dernier soit identique à celui qui est appliqué aujourd'hui aux personnes qui exploitent des chambres d'hôtes. Bon, je tenais à ce propos à rappeler que la majorité de notre groupe s'est opposée en première lecture à cet article. En effet, si l'économie collaborative se développe de plus en plus, ces nouvelles façons de commercer chamboulent véritablement toutes nos habitudes. Et à cet égard, notre groupe a estimé que si ces nouveaux modes d'économie collaborative devaient effectivement être encadrés, il fallait le faire non pas en adaptant notre législation actuelle, mais bien en créant de nouveaux articles de loi mieux adaptés et mieux concertés. J'aimerais également revenir sur l'article 16. Le Sénat a refusé la mise en place d'une contribution assise sur le chiffre d'affaires des fournitures de produits de tabac, considérant que d'autres leviers d'augmentation de la fiscalité du tabac existaient, en supprimant l'article 16. Dès lors, l'article 16 relatif à l'instauration d'un fonds pour la lutte contre la prévalence tabagique nous semblait véritablement utile et s'inscrivait donc dans des politiques publiques volontaristes afin de lutter contre le fléau du tabagisme. Alors qu'un amendement de rédaction générale a été adopté en commission, c'est dans un esprit constructif que notre groupe proposera un sous-amendement afin de repousser l'entrée en vigueur de ces dispositions pour que les acteurs concernés aient quand même le temps de s'organiser. En effet, si l'amendement de rédaction générale de la commission était adopté, les navettes parlementaires concernant le texte que nous étudions aujourd'hui ne permettraient pas aux acteurs concernés d'avoir suffisamment de temps afin de mettre en œuvre ces nouvelles dispositions. À l'article 33, notre groupe est satisfait que les dispositions concernant les moniteurs de ski introduites par le gouvernement lors de la première lecture dans notre Assemblée aient été préservées au Sénat. Concernant l'article 34 l'examen en séance au Sénat a rapporté de 3 mois la date d'entrée en vigueur de la liquidation unique des régimes alignés, la date initiale paraissant trop ambitieuse. À ce titre, nous avions déposé un amendement contenant les mêmes dispositions lors de l'examen en commission en première lecture. Notre groupe est dès lors satisfait de la rédaction actuelle de cet article 34 bien que la commission des affaires sociales ait adopté un amendement de Madame la rapporteure Le Houerou visant à revenir à la version votée par notre Assemblée en première lecture. J'aimerais toutefois saisir l'occasion qui m'est donnée afin de rappeler, Madame la ministre, vos déclarations lors de l'examen en séance au Sénat. Vous avez effectivement douté qu'un report de date soit vraiment utile, mais au final, vous avez donné un avis de sagesse sur le report de la date de juillet à octobre, comme nous le demandions. Ainsi, vous avez annoncé que vous prendriez un décret fixant l'échéance au 1er juillet 2017, mais que si, au printemps, il apparaissait que cette date n'était pas tenable, vous publieriez un décret modificatif pour repousser l'échéance au 1er octobre 2017. Nous souscrivons à vos vœux, mais rappelons à ce titre qu'effectivement, si ce décalage supplémentaire ne change rien, puisque la date effective de l'entrée en vigueur est fixée par décret, le fait de maintenir l'article tel que voté par le Sénat permettrait que le législateur n'ait pas à rediscuter dans l'urgence d'un nouveau report et que les régimes soient prêts en temps et en heure pour le lancement de la LURA. Au sujet des professionnels de santé et plus particulièrement des pharmaciens, les sénateurs ont limité le dispositif expérimental d'administration du vaccin contre la grippe saisonnière par les pharmaciens qu'aux personnes adultes qui bénéficient d'un bon de prise en charge par l'assurance maladie. À ce titre, notre groupe présentera un amendement afin de revenir sur le périmètre défini par l'Assemblée nationale, laquelle prévoit que cette expérimentation soit ouverte à toute personne adulte. En effet, l'intérêt de la vaccination pour les pharmaciens réside aussi dans le fait d'atteindre des populations complémentaires à celles déjà prévues dans le dispositif existant, notamment l'entourage des personnes définies à risque. Cette logique de protection des personnes sensibles a d'ailleurs précisément conduit le législateur
à autoriser les sages-femmes à vacciner l'entourage du nourrisson et de la parturiente. De plus, nous nous félicitons qu'à l'article 43, que les sénateurs aient précisé que le dispositif d'aide financière aux médecins interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ne pouvait être réservé à certains médecins en fonction de leur conventionnement ou de leur zone d'exercice. En effet, ces mesures vont vraiment dans le bon sens de nos amendements que nous avions déposés en première lecture. Il est toutefois regrettable que d'autres professionnels de santé n'aient pas été intégrés dans cette mesure de justice sociale. En outre, nous sommes satisfaits que le Sénat ait introduit un nouvel article 43 octies en votant un amendement de nos collègues sénateurs du groupe radical RDSE qui correspond à notre amendement déposé en première lecture. En effet, il persiste actuellement une anomalie qui concerne l'encadrement de la délivrance des lentilles de contact qui est moindre que pour les verres correcteurs. Alors que les lentilles de contact sont plus risquées, il y a plus de risques de complications trophiques, traumatiques, infectieuses du fait de leur contact direct avec l'œil. Et si aujourd'hui la prescription médicale de verres correcteurs est obligatoire et l'ordonnance doit être en cours de validité, il n'en est pas de même pour les lentilles de contact. En effet, la prescription médicale est nécessaire chez le primo-porteur lors de l'adaptation, mais rien n'est indiqué pour la suite, sauf que l'opticien peut renouveler à partir d'une ordonnance médicale de moins de 3 ans pour les plus de 16 ans. Au-delà des 3 ans, ou en deçà, si l'ordonnance n'est pas présentée, rien n'oblige l'opticien à disposer d'une ordonnance en cours de validité pour délivrer les lentilles de contact correctrices. Par ailleurs, le médecin a la possibilité de s'opposer au renouvellement de lentilles de contact, bien sûr, par mention expresse sur l'ordonnance, mais quel sens sanitaire cela aurait-il si l'opticien peut ensuite se passer de l'ordonnance et donc de vérifier s'il y a opposition médicale? Ce nouvel article 43 octies vient de répondre à véritablement à toutes ces questions. Permettez-moi également de revenir sur l'article 51 qui porte sur les ATU. Notre commission des affaires sociales a adopté un amendement de rédaction générale rétablissant l'article 51 et le gouvernement a déposé lui aussi un amendement de rédaction générale. À ce titre, nous présenterons des sous-amendements à l'amendement du gouvernement. Ces amendements proposeront notamment une modalité de calcul équitable pour le reversement de remises qui sont versés par l'industriel lorsqu'il commercialise un produit qui est pris en charge en ATU et pour lequel un plafond de coûts de traitement annuel par an et par patient est appliqué. Aussi, nous demandons de fixer l'entrée en vigueur de l'ensemble de cette importante réforme du mécanisme des ATU post-ATU au 1er janvier 2017 afin d'éviter une rétroactivité qui permettrait ainsi de respecter les impératifs de sécurité et de prévisibilité juridique. Enfin, nous avons déposé un sous-amendement afin que le Parlement puisse se voir remettre un rapport du Gouvernement sur les premiers effets de cette réforme du régime des ATU et également en ce qui concerne l'accès des patients aux nouvelles molécules, et ce, dès le début du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. En effet, ce mécanisme qui modifie très profondément l'économie générale du système actuel n'a pu être expertisé précisément quant à son impact pour les différentes parties. Il est essentiel dès lors de s'assurer que ce nouveau système n'entraîne pas de perte de chance pour les patients concernés. Je voudrais évoquer encore la suppression votée au Sénat de l'article 52 bis, qui porte sur l'évolution des rémunérations des radiologues et la tarification des forfaits techniques, qui sont en principe d'ordre conventionnel. Comme beaucoup d'acteurs concernés, nous sommes satisfaits de cette suppression. Notre groupe est opposé à une réintroduction de cet article tel que voté en première lecture dans notre chambre. Et malgré le fait que nous pensons effectivement, malheureusement, avoir adopté l'amendement 82 de rédaction générale de la Commission, nous avons toutefois déposé un sous-amendement pour que les établissements de santé publics, privés non lucratifs et privés de statut commercial, exerçant dans le domaine de l'imagerie, soient intégrés dans les dispositions de cet article qui peut également les concerner. Enfin, j'en termine, notre groupe est satisfait de la suppression au Sénat de l'article 57. Cet article 57 prévoyait un transfert vers la MSA de la gestion du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, historiquement, qui est confié par mandat de l'État à la Caisse des dépôts. Pour notre groupe, ces dispositions décidées vraiment sans concertation préalable avec la Caisse des dépôts est difficilement compréhensible, alors même que le bilan de la gestion actuelle a été salué par l'État dans le cadre des négociations sur la future convention d'objectifs et de gestion du SASPA qui viennent de s'achever. La qualité de cette gestion, notamment en matière de lutte contre la fraude, permet au Fonds de solidarité vieillesse, qui finance le SASPA, d'économiser chaque année l'équivalent de 20 millions d'euros. En ces temps d'économie budgétaire et de maîtrise des coûts, adopter l'amendement 87 de la Commission nous semble vraiment tout sauf pertinent. Et ce ne sont pas les syndicats de la CGT, CFC, CGC, de la CFDT,
du FO, de l'UNSA ou encore de la FSU qui diront le contraire. Ainsi, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous espérons que ce texte puisse être à certains endroits maintenu en l'état, à d'autres amendé, amélioré. Et c'est dans un état d'esprit très constructif que nous abordons l'examen en nouvelle lecture de ce PLFSS 2017. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame